Chapitre 8. La jalousie. Introduction. Bonjour à toutes et à tous. J'ai voulu vous parler cette fois-ci de l'innovation, du progrès scientifique réalisé au cours du siècle de la lumière. Nous savons toutes et tous que jadis la philosophie est présentée comme un arbre. Et ses branches sont les différentes disciplines: métaphysique, lettres, arts, sciences. René Descartes définit la philosophie comme suit. Toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences, qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale. J'entends la plus haute et la plus parfaite morale qui présupposons une entière connaissance des autres sciences et le dernier degré de la sagesse. Et c'est pour cela que j'ai choisi de vous parler de l'innovation et du progrès scientifique. Durant le siècle de la lumière, parce que tout est lié. Les scientifiques, depuis le siècle de la Renaissance arrivant au siècle de la lumière, ils se sont basés sur les écrits anciens, mis en cause pour les innover. Pendant le siècle de la lumière, on a visé sur l'observation et l'expérimentation, d'où les nouvelles théories ont vu le jour. Les sciences appliquées se confirment. L'expérimentation se faisait dans des laboratoires, équipés par des instruments adéquats, le microscope et le télescope. On les a mis en valeur. La théorie de Nicolas Copernic fut soutenue au XVIIIe siècle et qui dit que le Soleil tourne autour de la Terre et non pas le cas contraire, approuvé par son président, Thomée, et qui dit que la Terre est immobile. Je précise encore, Nicolas Copernic, polonais médecin et mathématicien, né le 19 février 1474 à Toronto. Il est célèbre pour avoir développé et défendu la théorie de l'héliocentrisme, selon laquelle la Terre tourne autour du Soleil, supposé au centre de l'univers, contre l'opinion alors admise que la Terre était centrale et immobile. Les conséquences de cette théorie dans le changement profond des points de vue scientifiques, philosophiques et religieux qu'elle impose sont baptisées révolution copernicienne. Cette théorie est soutenue par Galilée. Qui est ce dernier? Galilée, italien, né à Pise en 1564 et mort à Sartry, près de Florence, le 8 janvier 1642, à l'âge de 77 ans. Est un mathématicien, géomètre, physicien et astronome italien du XVIIe siècle. Parmi ses réalisations techniques, il a perfectionné, exploité la lunette astronomique. Du temps de Claude Ptolémée, qui est né vers 100, mort vers 168. Acanope est un astronome et astrologue grec qui vécut à Alexandrie, Égypte. Le géocentrisme est un modèle physique ancien selon lequel la Terre se trouve immobile, au centre de l'univers. Cette théorie date de l'Antiquité et a été notamment défendue par Aristote et Ptolémée. Elle a duré jusqu'à la fin du XVIe siècle, à la Renaissance, pour être progressivement remplacée par l'héliocentrisme, selon lequel la Terre tourne autour du Soleil et qu'on vient de le citer ci-dessus. La loi universelle de la gravitation ou la loi de l'attraction universelle, découverte par Isaac Newton, est la loi décrivant la gravitation comme une force responsable de la chute des corps et du mouvement des corps.
céleste et de façon générale, de l'attraction entre des corps ayant une masse. Par exemple, les planètes, les satellites naturels ou artificiels. Cet article présente essentiellement les aspects de la mécanique classique, de la gravitation et non pas la relativité générale, qui procède d'un cadre plus général dans un nouveau paradigme. Il s'agit parmi les 4 interactions élémentaires de la première qui a été découverte. En médecine, la dissection était interdite par l'Église au XVIIIe siècle. On a œuvré pour son développement. Au XVIIIe siècle, on a opté à la traduction des livres, de la publication de plusieurs ouvrages. L'imprimerie fut créée pour que le livre soit répandu partout en Europe et ailleurs. On déduit, j'ai tenu bon à vous parler de tous ces savants depuis le siècle de la Renaissance. La Renaissance est à la fois une période de l'histoire et un mouvement artistique. Elle voit progressivement le jour en Italie, au XIVe et XVe siècle, puis dans toute l'Europe. Elle se termine vers la fin du XVIe siècle avec la lumière, avec le maniérisme. Cette époque marque la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Rêvons au siècle de la lumière. Le siècle des Lumières est un mouvement philosophique, littéraire et culturel que connaît l'Europe du XVIIIe siècle, de 1715 à 1789, et qui se propose de dépasser l'obscurantisme et de promouvoir les connaissances. Parce que j'ai voulu rendre hommage à ces grands penseurs qui ont éclairé les esprits de plusieurs générations, et que ces grands restent d'actualité dans nos lectures et dans nos recherches. À noter que certains furent emprisonnés, voire tués, tout simplement parce qu'ils ont voulu chercher pour développer et pour éclairer toute une humanité. Et parce que j'ai voulu inviter nos chercheurs dans tous les domaines à dépoussiérer les tomes de livres des anciens penseurs et de les étudier, car chaque étude peut faire progresser notre humanité. Et j'appelle les grands décideurs, dans un pays ou dans un autre, de favoriser l'étude de la philosophie, des lettres, des sciences et des arts, car ça nous aide à alimenter l'esprit par la lumière du savoir et de penser paix et non pas penser guerre et haine. Très cordialement, votre fidèle lectrice Sotoumani, le 20 juin 2020. Chapitre 8. La jalousie. Le malheur de Zadig vint de son bonheur même, et surtout de son mérite. Il avait tous les jours des entretiens avec le roi et avec Astarté, son auguste épouse. Les charmes de sa conversation ont doublé encore par cette envie de plaire qui est à l'esprit ce que la parure est à la beauté. Sa jeunesse et ses grâces firent insensiblement sur Astarté une impression dont elle ne s'aperçut pas d'abord. Sa passion croisée dans le sein de l'innocence. Astarté s'est livrée dans sans scrupule et sans crainte au plaisir de voir et d'entendre un homme cher à son époux et à l'État. Elle ne cessait de le vanter au roi. Elle en parlait à ses femmes qui enrichissaient encore sur ses louanges. Tout servait à enfoncer dans son cœur le trait qu'elle ne sentait pas. Elle faisait des présents à Zadig dans lesquels il entrait plus de galanterie qu'elle ne pensait. Elle croyait ne lui parler qu'en reine, contente de ses services, et quelquefois ses expressions étaient d'une femme sensible.
Astarté était beaucoup plus belle que cette Simire qui haïssait tant les borgnes et que cette autre femme qui avait voulu couper le nez de son époux. La familiarité d'Astarté, ses discours tendres dont elle commençait à rougir, ses regards qu'elle voulait détourner et qui se fixaient sur les siens, allumèrent dans le cœur de Zadig un feu dont il s'étonna. Il combattit, il appela à son secours la philosophie qu'il avait toujours secourue. Il n'en tira que des lumières. Il n'en reçut aucun soulagement. Le devoir, la reconnaissance, la majesté souveraine violée se présentaient à ses yeux comme des dieux vengeurs. Il combattait, il triomphait, mais cette victoire qu'il fallait remporter à tout moment lui coûtait des gémissements et des larmes. Il n'osait plus parler à la reine avec cette douce liberté qui avait eu tant de charme pour tous deux. Ses yeux se couvraient d'un nuage, ses discours étaient contraints et sans suite. Il baissait la vue et malgré lui, ses regards se tournaient vers Astarté. Il rencontrait ceux de la reine, mouillés de pleurs, dont il parlait d'étris, de flammes. Ils semblaient se dire l'un à l'autre: nous nous adorons et nous craignons de nous aimer. Nous brûlons tous deux d'un feu que nous condamnons. Zadig sortait d'auprès d'elle, égaré et perdu, le cœur surchargé d'un fardeau qu'il ne pouvait plus porter dans la violence de ses agitations. Elissa pénétrait son secret à son ami Cador, comme un homme qui, ayant soutenu longtemps les atteintes d'une vie douleur, fait enfin connaître son mal par un cri d'un redoublement aigu lui arrache et par la sueur froide qui coule sur son front. Cador lui dit: j'ai déjà démêlé les sentiments que vous vouliez vous cacher à vous-même. Les passions ont des signes auxquels on ne peut se méprendre. Jugez, mon cher Zadig, puisque j'ai lu dans votre cœur, si le roi n'y découvrira pas un sentiment qui le fonce, il n'a d'autre défaut que celui d'être le plus jaloux des hommes. Vous résistez à votre passion avec plus de force que la reine ne combat la sienne, parce que vous êtes philosophe et parce que vous êtes Zadig. Astarté est femme, elle laisse parler ses regards avec d'autant plus d'imprudence qu'elle ne se croit pas encore coupable. Malheureusement, rassurée sur son innocence, elle néglige des dehors nécessaires. Je tremblerai pour elle tant qu'elle n'aura rien à se reprocher. Si vous étiez d'accord l'un et l'autre, vous seriez trompés tous les yeux. Une passion naissante et combattue éclaire. Un amour satisfait sait se cacher. Zadig frémit à la proposition de trahir le roi, son bienfaiteur, et jamais il ne fut plus fidèle à son prince que quand il fut coupable envers lui d'un crime involontaire. Cependant, la reine prononçait si souvent le nom de Zadig. Son front se couvrait de tant de rougeur. En le prononçant, elle était tantôt si animée, tantôt si interdite. Quand elle lui parlait en présence du roi, une rêverie si profonde s'emparait d'elle. Quand elle était sortie, que le roi fut troublé. Il crut tout ce qu'il voyait et imagina tout ce qu'il ne voyait point.
Il remarqua surtout que les babouches de sa femme étaient bleues et que les babouches de Zadig étaient bleues, que les rubans de sa femme étaient jaunes et que le bonnet de Zadig était jaune. C'était là de terribles indices pour un prince délicat. Les soupçons se tournèrent en certitude dans son esprit aigu. Tous les esclaves des rois et des reines sont autant d'espions de leur cœur. On pénétra bientôt d'Astarté était tendre et que Moabadr était jaloux. L'envieux engagea l'envieuse à envoyer au roi sa jarretière qui ressemblait à celle de la reine pour surcroît de malheur. Cette jarretière était bleue. Le monarque ne songea plus qu'à la manière de se venger. Il résolut une nuit d'empoisonner la reine et de faire mourir Zadig par le cordeau au point du jour. L'ordre en fut donné à un impitoyable eunuque exécuteur de ses vengeances. Il y avait alors dans la chambre du roi un petit nain qui était nué, mais qui n'était pas sourd. On le souffrait toujours. Il était témoin de ce qui se passait du plus secret comme un animal domestique. Ce petit muet était très attaché à la reine et à Zadig. Il entendit avec autant de surprise que d'horreur donner l'ordre de leur mort. Mais comment faire pour prévenir cet ordre effrayable qui allait s'excuser dans un peu d'heure? Il ne savait pas écrire, mais il avait appris à peindre. Il savait surtout faire ressembler. Il passa une partie de la nuit à crayonner ce qu'il voulut faire entendre. À la reine, son dessin représentait le roi agité de fureur dans un coin du tableau, donnant des ordres à son eunuque. Un cordeau bleu et un vase sur une table avec des jarretières bleues et des rubans jaunes. La reine, dans le milieu du tableau, expérimente entre les bras de ses femmes. Zadig, étranglé à ses pieds, l'horizon représentait un soleil levant pour marquer que cette horrible exécution devait se faire au premier rayon de l'aurore. Dès qu'il eut fini cet ouvrage, il courut chez une femme d'Astarté, la réveilla et lui fit entendre qu'il fallait, dans l'instant même, porter ce tableau à la reine. Cependant, au milieu de la nuit, on vient frapper à la porte de Zadig. On le réveille, on lui donne un billet de la reine. Il doute si c'est un songe. Il ouvre la lettre d'une main tremblante. Quelle fut sa surprise et qui pourrait exprimer la consternation et le désespoir dont il fut accablé quand il lut ces paroles. Fouillez dans l'instant même où l'on va vous arracher la vie. Fouillez, Zadig, je vous l'ordonne au nom de notre amour et de mes rubans jaunes. Je n'étais point coupable, mais je sens que je vais mourir criminel. Zadig eut à peine la force de parler. Il ordonna qu'on fît venir Cador, et sans lui rien dire. Il lui donna ce billet. Cador le força d'obéir et de prendre sur le champ la route de Memphis. Si vous osez aller trouver la reine, lui dit-il, vous hachez sa mort. Si vous parlez au roi, vous la perdez encore. Je me charge de sa destinée. Suivez la vôtre.
je répandrai le bruit que vous avez pris, la route des Indes. Je viendrai bientôt vous trouver et je vous apprendrai ce qui se sera passé à Babylone. Gador, dans le moment même, fit placer deux dromadaires, donc des plus légers de la course, vers une porte secrète du palais. Il a fait monter Zadig, qu'il fallait porter et qui était prêt de rendre là. Un seul domestique l'accompagna, et bientôt Gador, plongé dans l'étonnement et dans la douleur, perdit son ami de vue. Cet illustre fugitif arrivé sur le bord d'une colline, dont on voyait Babylone, tourna la vue sur le palais de la reine. Il s'évanouit. Il n'aurait pris ses sens que pour verser des larmes et pour souhaiter la mort. Enfin, après s'être occupé de la destinée déplorable de la plus aimable des femmes et de première reine du monde, il fit un moment de retour sur lui-même et s'écria: qu'est-ce que donc que la vie humaine? Ô vertu, à quoi m'avez-vous servi? Deux femmes m'ont indignement trompé, la troisième qui n'est point coupable et qui, plus belle que les autres, va mourir. Tout ce que j'ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédiction, et je n'ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus nombreux précipice de la fortune. Si j'eusse été méchant comme tant d'autres, je serais heureux comme eux, accablé de ces réflexions funestes, les yeux chargés de voile de la douleur, la pâleur de la mort sur le visage et l'âme abîmée dans l'excès d'un sombre désespoir. Il continue son voyage vers l'Égypte.